Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer, il est 15h30. Nous sommes 10 autour de la table et nous avons Charlotte Pilon qui s'excuse, mais elle a le Covid. Elle va néanmoins travailler, mais elle a pensé qu'il était raisonnable de ne pas assister au conseil. Et donc, elle a préparé une procuration en faveur de Gabriel Cogent-Prigent. Donc, nous avons le quorum et nous pouvons donc délibérer normalement. Au niveau du secrétaire de séance, François-Yves, tu serais d'accord? Si vous êtes d'accord, c'est François-Yves Le Thomas qui assurera le secrétariat. Vous êtes d'accord? François-Yves est le secrétaire et nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour. Premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2023. Donc on l'avait fourni avec les documents de travail. Monsieur Lepage, vous aviez eu l'occasion de... J'ai revu, presque tout a été pris. Donc c'est pas de commentaires particuliers, donc on peut passer à l'approbation. Qui est pour l'approbation du dernier procès-verbal? Pour? Merci. Donc ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. On passe au point numéro 2, qui se décompose en deux parties, et c'est l'approbation des contrats de délégation Veolia et l'autorisation de signature de deux avenants. Donc je vous rappelle quelques éléments clés. Nous avons deux contrats avec Veolia, un contrat de DSP pour la fourniture de l'eau potable qui a commencé en 2018, qui se termine le 31 décembre 2023, donc à la fin de cette année. Et nous avons un contrat de délégation par affermage pour le service d'assainissement qui, lui, a commencé en 2015 et se termine fin 2025. Pour donner l'ordre de grandeur de ces contrats, le contrat d'alimentation en eau potable en 2022, et vous avez pu voir ces valeurs dans le rapport de l'eau, c'est de l'ordre de 146 000 € en produits qui se décomposent d'environ 84 000 € pour l'exploitant Veolia, 54 000 pour la collectivité, avec une perte déclarée importante de plus de 30 000 €. Et sur l'assainissement, les produits, c'est 202 000 €, avec pour l'exploitant 126 000 € et pour la collectivité 71 000 €, avec également des pertes déclarées importantes au-delà de 50 000 €. Donc, pour des grosses entreprises comme Veolia, Lafor, Suez, ce sont des tout petits contrats. Et donc, la question s'est posée pour nous de savoir si la DSP alimentation en eau potable se terminant à la fin de l'année, on devait relancer un appel d'offres pour cette DSP uniquement, attribuer la DSP alimentation en eau potable et dans 2 ans, faire le même exercice pour l'assainissement. On a considéré qu'on aurait très peu de concurrence parce que le fait qu'une entreprise soit déjà en position sur la commune lui donnait un avantage par rapport aux autres et on risquait d'avoir une réponse à notre appel d'offres réduite si on lançait un appel d'offres en 2023. Donc on a pris l'option, après en avoir discuté avec le syndicat départemental de l'eau, de l'alimentation en eau potable, de prolonger d'une année le contrat d'alimentation en eau, de réduire concomitamment d'une année le contrat d'assainissement de manière à redémarrer début 2025 avec un nouveau contrat qui couvrira l'alimentation et l'assainissement. Et on se donne l'année 2024 avec le support du syndicat départemental pour préparer un appel d'offres en bonne et due forme pour ces deux éléments. Et on pense qu'on aura plus de concurrence, d'autant plus que, vous le savez peut-être, le renouvellement de la prestation de service pour Paimpol, pour GPA, a été attribué récemment et ça a été attribué, a priori, à une entreprise autre que Veolia.
Et on peut imaginer que cette autre entreprise sera intéressée à répondre également pour Bréa, ce qui lui donnerait un périmètre encore plus important. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on est parti dans cette direction. Et donc, à partir de ce moment-là, on a négocié avec Veolia pour trouver un avenant au contrat d'alimentation en eau potable et un avenant pour l'assainissement. La discussion a été assez difficile compte tenu du fait que deux paramètres. Le premier, c'est que, a priori, en 2018, Veolia voulait absolument avoir ce contrat et a accepté des conditions qui se sont révélées très défavorables en exploitation, ce qui explique le niveau des pertes très important. Et la deuxième, c'est que la formule de révision de prix, qui courait donc sur un certain nombre d'années, n'avait pas prévu un schéma avec des inflations importantes, et donc les augmentations annuelles étaient toujours de l'ordre de 1%, 1,5%. Et l'application, par exemple, en 2022 de la formule de révision a donné 1,6%, alors qu'on sait tous que l'inflation a été beaucoup plus importante. Donc Veolia était d'accord pour discuter, mais à condition de pouvoir augmenter les prix d'une manière importante. Et ils nous ont proposé une augmentation des prix pour l'eau de 15%, ce que l'on a refusé. En leur disant, écoutez, si c'est comme ça, on va rester avec les contrats tels qu'ils sont, et puis vous allez continuer à perdre de l'argent sur le contrat d'assainissement. Donc ils sont revenus avec une proposition qui nous paraît plus en ligne avec la situation actuelle, et ils nous ont proposé une augmentation de 10% de leur part à eux. Et ça, vous pouvez le voir dans les fonds d'exploitation prévisionnels au niveau des taux qui sont proposés pour l'année 2024. Ça, c'est sur le contrat d'alimentation en eau. Sur le contrat d'assainissement, il n'y a pas de changement de tarif. Par contre, il y a une révision du programme de renouvellement des équipements où, après analyse qu'on a fait conjointement avec le SDE, il apparaît qu'il diminue le programme qui était prévu initialement, c'est-à-dire en 2015, de 10 000 € pour en fait diminuer leurs pertes. Donc, je vous le dis tel que c'est. Le fait d'accepter ces deux avenants a pour conséquence une augmentation des prix de l'alimentation en eau de 10% et une diminution du programme de renouvellement de 10 000 € sur un total de 163 000 €. Je pense que c'est le mieux qu'on pouvait négocier dans la situation actuelle. Et donc, on leur a demandé de préparer les avenants correspondants. On a encore quelques discussions et on a eu tout récemment quelques commentaires de la part du syndicat qu'on va prendre en compte. C'est des commentaires qui n'ont pas d'influence sur le principe de ces avenants, mais qui vont nous mettre un petit peu en meilleure position pour l'année 2024. Voilà ce que je peux vous dire sur ces négociations. Je ne sais pas si vous avez des questions d'abord et ensuite des commentaires. Il y a à la fois effectivement des commentaires. Sur le commentaire que je tire de votre présentation, c'est que le contrat de 2018 a été bien négocié, alors qu'il avait pu être dit par ailleurs que l'on faisait la place à une société privée qui allait se faire un maximum d'argent sur le sujet, ce qui n'est pas le cas. Merci de l'avoir précisé. Il y a deux contrats et on ne discute pas la volonté de vouloir aligner les dates. C'est une stratégie qui en vaut une autre. L'autre pouvait être de dire on distingue pour avoir plus d'influence sur l'un ou l'autre des contrats, mais les deux se comprennent. Sur l'article, sur l'eau, pour commencer, l'article 3, ma question était de savoir si les prix étaient uniquement l'actualisation du contrat d'origine. Non, vous dites que c'est 10% en plus que l'actualisation que... Oui, simplement, comme dans le contrat, c'était les prix de base en 2018, il fallait dans l'avenant donner des équivalents prix 2018, sur lequel le coefficient K s'applique. Donc, on a donc une actualisation qui est forte, et vous l'avez dit, 10%.
Sur ce contrat, on a un deuxième sujet, c'est l'article 5. L'article 5 qui dit de façon un peu étonnante, c'est que l'on renonce à toute, comment dire, réclamation ou indemnité dont le fait serait antérieur à la signature de l'avenant. Ce qui veut dire que en signant cet avenant, on n'est pas allé au bout du contrat précédent et on se prive de découvrir, non, on va peut-être découvrir des anomalies sur les renouvellements, etc. Mais on se prive de la possibilité de les porter devant les tribunaux si on n'était pas d'accord. Alors, votre commentaire, pour moi, il est tout à fait valable sur la partie assainissement, où il y a un programme de renouvellement extrêmement détaillé, année par année. Et effectivement, si certains items n'ont pas été exécutés comme c'était prévu dans les années passées, il n'est pas possible d'accepter ça. Et ça, c'est le commentaire que nous a fait le syndicat départemental en disant, revenant sur l'assainissement, il ne faut pas mentionner le programme de renouvellement de l'année 2024. Il faut mettre tout le programme, y compris 2024, mais il faut qu'on puisse repartir de la base qui était le contrat initial. Et c'est la modification qu'on va faire pour l'assainissement. Sur l'alimentation en eau, c'est nous qui payons les changements de vannes, c'est nous qui payons les changements de tuyaux. Donc, on voit difficilement, et on n'a pas eu de commentaire du SDE, ce qui pourrait constituer un fait antérieur sur lequel on pourrait rattaquer Veolia. Autant votre commentaire est tout à fait valable sur l'assainissement. Sur l'eau, on n'a pas vu ce scénario pouvant se développer. Alors, je comprends votre commentaire dans la mesure où il n'y a pas de matériel qui est mis à la disposition de Veolia à charge à Veolia de l'entretenir, mais il peut y avoir d'autres éléments qu'on pourrait découvrir par ailleurs. Sur l'application du contrat, par exemple. On peut découvrir des choses comme ça. C'est-à-dire que le contrat, vous dites qu'il est très déficitaire. Ce qui apparaît sur les comptes, est-ce qu'à la révision, il était aussi déficitaire que prévu? Est-ce que l'on ne cache pas les choses? Ça, on ne peut pas le savoir. On peut pas le savoir à ce stade. Alors le seul point qu'on a là-dessus, parce que je me pose aussi des questions sur le niveau de perte de ces contrats, mais a priori quand même, ils sont revus par des commissaires aux comptes. En certains critères qui sont définis par la loi. Et si, j'ai regardé. Et un contrat comme cela, je ne suis pas sûr que le commissaire aux comptes aille voir le détail. C'est un petit contrat. Je connais un peu les pratiques des commissaires aux comptes sur ce type de sujet. Ça me paraît très bizarre que le commissaire aux comptes soit allé voir. Mais au-delà de cet aspect-là, si cette clause a été mise, et j'imagine que ce n'est pas la demande de la mairie de Bréa. Non, vous avez raison. Je me dis qu'il peut y avoir un loup derrière, quoi. Alors, et le loup a été identifié pour l'assainissement, et c'est pour ça qu'on veut le changer pour l'assainissement. Mais à partir du moment où on va lui demander de le changer pour l'assainissement, on peut reprendre cet article sur l'alimentation de la même manière. L'idée étant de reprendre l'historique du contrat et non pas d'effacer tout ce qui s'est passé jusqu'au 31 décembre 2023 et de ne considérer que 2024. Sur l'assainissement, l'article 4, moi il me paraît difficilement compréhensible. On dit que ainsi aussi les parties reconnaissent qu'aucune faute ne pourrait être reprochée au délégataire pour une exécution des opérations ne figurant pas dans le nouveau programme de renouvellement ainsi adapté. Et vous dites qu'en gros, on nous demande de valider le fait qu'ils feront ils auront un programme d'investissement plus faible que prévu, et s'il y a des opérations qu'on n'a pas vues, eh bien, on ne pourra pas y revenir dessus. Ah non, mais ça c'est pas acceptable, justement, et c'est ça le commentaire du syndicat, parce qu'en fait, ce qui nous a été expliqué, ce qui paraît tout à fait logique,
Il y avait à la signature du contrat un programme de renouvellement de 163 000 euros. Oui. Et en fin de programme, le bilan complet doit être fait Oui. de ce qui a été fait et pas fait. Et si certains points n'ont pas été exécutés, le délégataire doit nous rendre des montants non exécutés. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on a accepté la diminution de 10 000 euros, mais on n'a pas accepté de faire fi de tout ce qui s'était passé avant. Et c'est pour ça qu'on va remettre le contrat initial. Cet article-là va être modifié pour ça. Sur l'annexe que vous nous avez transmise, il n'y a pas l'annexe 2B, il n'y a pas de légende. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, il y a des codes, mais il n'y a pas de légende. Donc c'est un tableau avec... tableau très détaillé. On nous dit garantie, etc., etc. Ça veut dire qu'on a regardé ligne à ligne toutes les obligations. Oui, on a regardé ligne à ligne. Il y a des items sous garantie et il y a des items qui doivent être remplacés et il y a des opérations de remplacement en 2023 et 2024. Oui. Et c'est celle-là qu'on a gardée et qu'on a ajustée. Bien évidemment, les opérations qui étaient prévues 2025 ont été retirées vu que le contrat s'arrêtera au 31 décembre 2024. Ce qui ne nous plaît pas, c'est que dans l'avenant, ils ont mis le programme de ce qu'ils vont faire en 2024. Oui. OK. Et nous, on dit non. Si fin 2023, il y a des choses que vous n'avez pas faites, vous nous les devez toujours. Ce qui veut bien dire sur ces deux clauses que je mentionnais et que nous avions relevées, on a un sujet de confiance avec Veolia. Oui. Et pour moi, on va remettre le programme initial amendé parce qu'on a accepté pour 2024 en enlevant ce qui était prévu en 2025. Il n'était pas question de voter l'approbation de ces deux avenants. Non, mais je comprends. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de les voter avec le commentaire que je viens de vous faire, que les articles, c'est l'article 4. L'augmentation de 10%. C'est l'augmentation de 10%. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans les circonstances actuelles. La vérité, on l'aura fin 2024. Parce qu'on va refaire un appel d'offres. Et si, effectivement, Veolia essaie de profiter de la situation, on va le voir dans l'appel d'offres de 2024. Et on en tiendra compte, bien évidemment. Alors, ça, c'est sur les deux contrats, sur les procédures. Et vous avez rappelé qu'on est face à quelques sociétés qui tiennent le marché de l'eau et qui s'épient les unes les autres. Il faut être particulièrement dans les clous. Si je lis bien le Code général des collectivités territoriales, tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire notre vote. Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'Assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. La commission n'a pas été créée. Non, et c'est pour ça qu'elle n'a pas rendu d'avis. Alors, comme on n'a pas... par conséquent. Mais on n'a pas créé au début du mandat une commission de délégation de service public parce qu'à l'époque, on n'avait pas identifié qu'on en aurait besoin. Donc, on a vu qu'a priori, c'est quasiment les mêmes personnes. On a rassemblé la commission d'appel d'offres. Je suis désolé, ce n'est pas le texte de loi. Il faut une commission qui statue sur le projet d'avenant et une commission dont la composition est prévue par les textes. Oui, avec le maire comme président, trois suppléants et trois titulaires. Pardon. Qui sont élus à la proportionnelle au plus fort reste. Donc il y a une procédure qui est très claire et qui n'a pas été respectée. Si vous y tenez, on va refaire ce qu'il faut et on va créer une délégation pour Si on ne fait pas ça, on va se retrouver éventuellement avec une négociation d'avenant qui pourrait être remise en cause par le
par le délégataire. D'accord. Ok. Ok, donc on va reconvoquer très rapidement un conseil municipal pour élire une commission de délégation de service public auquel on soumettra ces documents, on demandera leur avis et ensuite on repassera. Je crois que pour la sécurité de l'opération, c'est ce qu'il faudrait faire. Non, on va le faire. On va le faire. J'entends votre commentaire sur la sécurité de l'opération. Je ne pense pas que Veolia prendra ce risque compte tenu du fait qu'il y a un appel d'offres. Si Veolia gagne l'appel d'offres prochain, il n'y aura pas de problème. S'il le perd, il peut y avoir une difficulté. Vous pensez qu'un an plus tard? Ok, donc on prend en compte votre commentaire et on va reconvoquer très rapidement un nouveau conseil. Il y a une chose que l'on peut faire aujourd'hui pour éviter un des deux conseils, c'est de rajouter à l'ordre du jour la composition de la commission. Et voilà, ça en fait un sur deux. Et on le fera. Je vous remercie de cette proposition. Et si vous êtes d'accord, on traitera ça comme dernier point de l'ordre du jour. D'accord. Merci. Donc, on en reste là. Alors, pour revenir, ça va nous donner aussi le temps de revoir avec Veolia le texte. Articles 4 et 5. Là, et puis, mais je ne vous donnerai aucun espoir quant à la diminution des 10% d'augmentation. Alors là, la discussion a été difficile pour réussir déjà à avoir ça. On pourrait lancer le débat sur l'augmentation de 10% après une baisse, etc. du prix de l'eau. Le sujet là, c'est qu'on prolonge sur 2024 quelque chose qui devait s'arrêter en 2023. Donc de toute façon, il y aurait eu augmentation. On peut convenir de ça. Ok. On rajoutera un item à l'ordre du jour, en item 15. Très bien. Le point suivant, c'est le point numéro 3, c'est l'autorisation de signature de l'acte notarié pour l'acquisition de l'immeuble des Rocs. Donc, je vous rappelle que lors des conseils précédents, on a eu un certain nombre de sujets qui ont été discutés concernant cet achat. Le 5 juillet, c'était la réponse au droit de priorité. Le 5 septembre, c'était les demandes de subventions auprès de l'État. Et le 26 septembre, c'était l'autorisation d'appel à l'emprunt. Et donc, où on en est aujourd'hui, l'emprunt a été signé et les actes sont dans leur toute dernière phase de finition avec le nom des parties prenantes, des parties présentes à l'acte et ce genre de choses. Mais globalement, on est prêt pour une signature qui est actuellement prévue le 28 novembre à 15h à Saint-Brieuc. Le montant n'a pas changé vu que c'est une vente en l'état qui a été déjà déterminée depuis plusieurs mois. Les frais d'acte sont assez notoirement inférieurs à ce que l'on avait prévu au budget, vu qu'on avait prévu 2,5% et que finalement c'est plutôt 1%. Le montant total des frais, comme vous avez pu le voir sur le détail comment ça s'appelle, le décompte, est de 17 729 € et 5 centimes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Oui, si vous voulez bien, alors un commentaire général et puis quelques questions particulières sur le texte lui-même. Alors on va pas refaire le débat parce on a déjà expliqué les raisons de notre opposition à cet achat en conseil. Seulement, on ne croyait pas si bien dire parce que les 45 pages de l'acte de vente montre à quel point l'immeuble est inadapté à la destination que vous voulez lui donner.
Je vous le rappelle, je rappelle ce qui a été dit, une mairie, une maternelle, un espace de travail partagé, des appartements individuels et puis des logements saisonniers, si on a bien compris. Alors, vous étiez engagé à faire visiter l'immeuble aux conseillers municipaux. Cette visite n'a pas eu lieu, donc la seule source d'information qu'on a concernant le bien et ce qui est contenu dans l'acte de vente. Alors, l'acte de vente décrit très précisément l'agencement de l'immeuble, du sous-sol au comble, et c'est là qu'on s'aperçoit que rien ne correspond aux besoins de votre projet. Les travaux de réhabilitation seront donc d'envergure et très coûteux, et vous les entreprenez au moment où les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre dans le bâtiment connaissent une forte inflation, sans parler des emprunts bancaires, dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, où les taux d'intérêt sont au plus haut de la dernière décennie, au moins. Donc, vous comprendrez, on maintient notre opposition à cet achat. Maintenant, comme vous allez procéder à la signature, on a quelques questions en lisant ce texte. Donc déjà, à la page 35, il y a un tableau résumé des diagnostics habituels, hein, le plomb, l'amiante, les termites, etc. Et concernant l'amiante, il est indiqué que le bâtiment est concerné et qu'il y en a, qu'elle est présente. Mais quand on va dans les annexes, le diagnostic amiante est vierge. Alors la question est juste simplement, est-ce qu'il y a, oui ou non, de l'amiante dans le bâtiment? Non, a priori, il n'y a pas d'amiante, et ça a été désamianté d'ailleurs lors de la réhabilitation de 2005-2006. Donc c'est un... C'est pas ce qui est dit, page 35. Hein. Non, mais il y a encore deux, trois choses à corriger dans les actes. Il n'y a pas d'amiante et il y a un traitement contre la mérule qui a été fait. D'accord, bon, voilà. Mais il y a mention justement, vu que Stéphane mentionne la mérule, moi c'est un des points qui m'a sauté aux yeux. Si vous regardez le rapport concernant justement les parasites du bois, il est mentionné qu'il y en a. Oui. Ok, et donc il faut aller dans le détail du rapport pour se rendre compte que les seuls parasites présents, ce sont dans les montants de la porte du local qui est tout au fond du jardin. Mais il n'y en a pas dans le bâtiment. Il y a un abri en fait au fond du jardin qui servait d'entassement pour du matériel. Donc on a quand même regardé ce genre de choses et les parasites du bois, c'était quelque chose d'important. Quand j'ai vu qu'il y avait une présence dans le texte, donc là j'ai été regarder de très près les textes et effectivement, on peut voir que les deux montants de la porte du local atelier ou abri de jardin au fond du jardin sont effectivement, on va dire, pourris, entre guillemets. Dans les travaux entre 2005 et 2007, des combles jusqu'au rez-de-chaussée, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus de plancher, plein, tout est. J'ai des photos, si ça vous intéresse, regardez, je vous montrerai. Et donc il y avait une charpente en bois et ils ont traité aussi les murs avec la mérule et en premier. Il reste toute cette partie, donc il n'y a pas de. D'accord, bon, encore une fois, s'il y a des erreurs dans le texte, il faudra les corriger. En fait, ils ont fait une globalité du bâtiment, en sachant que, comme vient de dire M. le maire, le seul endroit où il peut y avoir ça, c'est tout abri jardin qui est dans le fond. Parce qu'il est bien dit qu'on achète le bâtiment en l'état, donc si l'état n'est pas celui qui est écrit, voilà, ça va ouvrir quand même quelques de recours éventuellement. Non, mais le ministère des Finances n'a pas fait non plus des travaux qui ont coûté plus de 2,5 millions d'euros en laissant, alors qu'ils ont tout fait tomber, en laissant et de la mérule et de l'amiante, et alors qu'en sachant qu'ils ont tout enlevé. C'était il y a 10 ans, enfin plus. Ouais. Donc, il y avait déjà tous ces traitements-là qui étaient demandés, en sachant que c'était un ERP qui est public et que. Voilà, on a d'autres questions aussi. J'ai deux autres questions par rapport aux annexes. L'annexe 8 déjà, la liste indicative du mobilier. C'est un peu compliqué, très sincèrement. Je vous l'accorde. Savoir qui appartient à qui. Alors, ce mobilier n'appartenait pas à l'État, il appartenait à l'EPAF. D'accord ? Il y a eu un accord entre l'État et l'EPAF pour dire que l'EPAF procédait à une vente
du mobilier dans la mesure du possible. Okay, ce qui a été fait, et certains Bréatins ont acheté qui des lits, du matériel. Ça a été fait, je dirais, sous le contrôle de l'État. Et ensuite, il reste du matériel. Cette liste qui reste? Alors, c'est la liste initiale qui est dans le document. D'accord? Parce qu'ils ont été incapables de mettre à jour la liste après les ventes qui ont été effectuées. Le principe, c'est que ce qui reste est laissé dans le bâtiment. D'accord? Et donc, justement, il y avait un problème dans le texte sur le fait qu'on achète sans meubles. C'est ça, voilà. Oui. Et puis qu'on s'est mis d'accord avec l'EPAF. Donc ça, c'est en train d'être modifié parce qu'on n'a jamais eu de discussion avec l'EPAF. Il y a toujours eu un accord avec l'État sur le fait que s'il restait du mobilier dans l'immeuble, on le prenait tel quel et on faisait notre affaire soit de l'évacuer, soit de le réutiliser. Donc on est en train c'est un des derniers points qui reste à mettre d'équerre sur les actes, c'est refléter la réalité de ce qui s'est passé. Il y avait un inventaire, il y a eu des ventes, ils ont été incapables de mettre à jour la liste et ils nous donnent une liste indicative, mais qui n'a aucune valeur je dirais de ce qui reste réellement, vu qu'elle n'est pas à jour. Et d'autre part, il n'y a aucun engagement de l'État là-dessus. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais on n'a pas pu faire autrement. J'ai une autre question sur l'annexe 17, c'était les dossiers de diagnostic technique. Le DPE est marqué comme vierge, il n'y a pas réellement de précision dessus en fait. Pour avoir acheté une maison récemment quand même, les DPE pour les maisons sont d'une folie énorme, et là il n'y a rien. Parce que comme l'immeuble était utilisé uniquement en été, de manière en tant que centre de vacances, les factures d'électricité ne sont pas indicatives d'une consommation qui correspondrait à du chauffage. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé en fait de faire un DPE, parce que le DPE aurait montré en fait des aberrations ou une mauvaise corrélation entre le montant des factures par rapport aux dépenses d'énergie correspondant à du chauffage. Ça veut dire qu'on n'a pas de projection de coût du chauffage en hiver? Non. Non, parce qu'en hiver, il était fermé. Oui, je confirme. Là, il ne sera plus. Pardon? Et là, il n'a plus. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on fermait en novembre et en février. Donc, Non, mais ça a été identifié, et dans le diagnostic qui va être fait par la maîtrise d'œuvre, il est bien clair qu'un des points principaux à clarifier, c'est on sait qu'il y a de l'isolation. Il y a les murs extérieurs, il y a 10 cm d'isolation et il y a les cloisons intérieures. Et dans le diagnostic, il va être très important de déterminer si on reste avec ce complexe d'isolation ou s'il faut en reprendre un plus important. C'est quasiment le premier point qui va être regardé. Quelle est la source d'énergie pour le chauffage? Alors pour l'instant, c'est électrique. Tout le chauffage était tout électrique. Et la question, ça va être justement, et ça va faire partie du diagnostic et des études, de savoir si on reste sur un chauffage comme ça ou si on passe avec un chauffage collectif de type pompe à chaleur. Mais ça, c'est pas déterminé à sûr. Parce que la saisonnalité faisait qu'en fait, au niveau chauffage, on n'utilisait quasiment pas le chauffage. Et les points forts en fait de consommation électrique, c'était la buanderie et surtout la cuisine, qui fonctionnait en quasi permanence, et les gros fours, mais c'était pas le chauffage en tout cas. Non, mais ça montre bien ce qu'on dit, c'est-à-dire que la nouvelle destination ne correspond à rien à ce pourquoi a été fait l'immeuble. Donc la réhabilitation, elle est de fond en comble, elle est du sous-sol au comble. Rien ne correspond à ce qu'on veut en faire, y compris ça, y compris le chauffage. Et puis tous les réseaux, les distributions d'eau, le faire cohabiter, des usages très différents qui peuvent être avec des normes différentes, les maternelles et une mairie ou des logements dans un même immeuble, avec l'indépendance que ça suppose. Il y a
C'est un gros projet. Un bon gros projet. C'est un gros projet. Très pas bon, un bon fou, mais écouteux. Après aussi, si on doit attendre que les prix baissent, si on doit attendre que le coût de l'énergie baisse, si on doit attendre que les emprunts baissent, enfin que tout baisse, on ne fera jamais rien. Et on a un besoin quand même de ces locaux pour faire des logements, on a besoin de... Et là, c'est une opportunité quand même qui ne se retrouvera pas. En sachant que, je vous donne pour votre information, mais la moitié des centres de vacances qui ont été vendus par les PAC ont été tous rachetés par des mairies. Peut-être, mais sûr, nous, on regarde celui-ci, ce projet-là. Après, vous dites que c'est pas du tout adapté au projet, sauf que les chambres de saisonniers, il n'y aura pas grand-chose à faire dedans. C'est déjà des chambres de saisonniers. L'espace pour la maison des assistantes maternelles, c'est déjà un espace qui accueillait les jeunes enfants, qui est déjà tout adapté. Il n'est pas dans le gros bâtiment, il est à côté. Et il est déjà tout adapté avec des petits sanitaires, avec tout ce qu'il faut. Il y accueillait déjà des jeunes enfants. Donc, il ne faut pas dire que complètement tout est à refaire. En bas, il y a des bureaux. Ce sera des bureaux pour la mairie. Ils existent déjà. Tout ne va pas être à refaire. Certes, il y aura des gros travaux, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas dire que tout est à refaire puisque ce n'est pas vrai. Alors des enfants pour la MAM aussi. Oui, enfin, on ne peut pas arriver jusque-là, mais c'est gentil, mais je veux bien. On va essayer de... Pour l'instant, il n'y en a pas. On est d'accord, mais. Je suis d'accord. Non, mais enfin, on ne fera pas venir des enfants s'il n'y a pas de maison pour accueillir des enfants. Enfin... Il y a 4 îles actuellement des îles du Ponant sur lesquelles il y a des maisons pour assistantes maternelles en projet ou en construction. 4. Parce que la plupart des îles ont identifié que s'il n'y a pas la structure pour accueillir des jeunes enfants, il n'y aura plus de jeunes enfants. On a déjà eu il y a longtemps et ça n'a pas... Après, je souhaite que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais on a déjà eu et ça n'a pas été... Oui, de ma génération, nous, on a voulu en avoir et on n'en a jamais eu. Bah oui, mais les générations se suivent et ne se ressemblent pas, c'est cyclique. Parfois, il y a un trou dans les naissances et puis parfois ça remonte. En 25 ans, la génération où nous on a eu nos enfants, il y avait plein de gamins. Là, il y a un trou, mais qui nous dit que dans 5 ans, il ne va pas avoir à nouveau des enfants. Faut pas... Si on ne fait pas de proposition, évidemment qu'il n'y en aura pas. Ok, mais on a bien entendu vos commentaires. Donc, je vous propose quand même de passer au vote pour me permettre de signer les actes concernant l'achat des ROC mardi 28. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc cette proposition est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point suivant, c'est l'approbation des tarifs communaux 2024. Donc, je vais dire, comme chaque année maintenant, on essaye de fixer les tarifs avant de la fin de l'année, de manière à ce qu'ils soient effectifs dès le 1er janvier. Ça, c'est le premier point que je voulais préciser. Le deuxième point, Monsieur Thormann, vous aviez fait un commentaire l'année dernière sur le fait que vous vouliez différencier les tarifs de l'eau des autres. Donc, on a représenté de la même manière, mais pour le vote, en 2 parties. Merci. On allait faire le même commentaire. Vous avez bien identifié, mais plutôt que changer les tableaux, on fera le vote en 2 parties. Pour le détail, je passe la parole à Dominique. Et bien donc, pour les tarifs 2024, la grande majorité des tarifs a donc été augmenté de 5% pour suivre un petit peu l'inflation. Il y a très peu de tarifs qui sont restés au même prix là, au niveau des photocopies essentiellement. On a après mis des nouveaux tarifs, on a remis du coup un forfait pour le tennis, donc avec un forfait horaire et un forfait annuel. Avec le système balle jaune là, sur le site de la mairie, ça fonctionne plutôt bien. Les terrains de tennis, et dans quelques années, ils sont certainement à refaire, donc on a un petit peu anticipé. Ouais, en fait, on commence à nous demander à changer les revêtements des terrains de tennis, et donc on anticipe un petit peu, et en fait, on va provisionner un petit peu de recettes pour pouvoir faire ça assez rapidement. Et ensuite, il y a quelques tarifs qui ont augmenté de manière plus importante, notamment l'occupation du domaine public, donc pour les terrasses et les cafés, au niveau de l'abonnement mensuel complémentaire. Donc il y a un abonnement semestriel de début avril à fin septembre, et puis un abonnement annuel, et pour ceux qui prendraient 6 mois de l'année et qui dépasseraient un 7e mois, un 8e mois, il y a un forfait donc de 250 € par mois,
Donc s'ils prennent plus de 10 mois, ils ont avantage à prendre un abonnement annuel, pour simplifier un petit peu. Voilà, on a augmenté un petit peu aussi le tarif des animaux en divagation, pour éviter d'avoir trop d'animaux qui traînent dans le PA. Et on a également instauré un tarif pour l'intervention des nids de frelons. Donc on a une facture de plus en plus importante d'un prestataire Néa Nature, là, qui vient donc détruire les nids de frelons chez les particuliers. Donc on propose là une participation financière pour ces destructions de nids à hauteur de 75 €. Voilà. Il faut savoir que depuis 3 ans, la facture de Néa Nature a doublé. Et ils enlèvent de plus en plus de nids de frelons. Les interventions sont de plus en plus fréquentes, donc le budget est de plus en plus conséquent, évidemment. Et quand on se renseigne un petit peu sur les pratiques des communes sur le continent, etc., très souvent il y a une participation, voire même par moment la charge est entièrement à la charge du propriétaire sur lequel le nid de frelon est installé. Donc on a pris une solution intermédiaire où la commune continuera à s'occuper de toute la coordination, convoquera Néa Nature, mais on demandera aux gens qui nous demandent d'aller enlever un nid de frelon cette participation qu'on a mis forfaitaire pour être simple. Il faut savoir que des fois Néa Nature vient pour 2 nids, des fois ils viennent pour 10 nids. Ils ont un forfait de déplacement qui reste le même. On ne voulait pas rentrer dans des complications, on a pris un cas moyen avec cette participation. Voilà, et au niveau des tarifs, pour rappel, les tarifs taxes de séjour avaient été votés déjà donc, pour 2024, le 30 mai 2023. Donc, on a quelques remarques. Oui, allez-y. Quelques remarques. Rien sur la proposition de 5% qui est sur le tennis. Pas de sujet. Vous n'avez pas évoqué l'augmentation forte des terrasses, abonnements mensuels complémentaires, c'est probablement accessoire. Non, c'est pas accessoire. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des gens prennent 6 mois et éventuellement après, ils occupent les terrasses 1 mois, 2 mois, voire 3 mois de plus. Et nous, ça nous oblige à facturer chaque mois supplémentaire. Alors, et il y avait une anomalie parce que finalement, le mois supplémentaire était 2 fois moins cher que le mois initial. Donc là, on a essayé de remettre les choses en perspective. Et si vous louez 7 mois au lieu de 6 mois, vous payez proportionnellement 7 mois par rapport à 6 mois. Et puis ça nous évitera, je pense, des facturations. Là, on fait des titres pour 1 mois et puis après le mois suivant, on refait un titre parce que la perte. Il y a 3 éléments sur les tarifs qui nous posent sujet. Un, l'eau et l'assainissement, mais vous l'avez évoqué en début. Et on votera contre. La taxe de séjour, mais on l'a votée normalement par ailleurs, même si elle se retrouve là. Sur les frelons, on a vraiment une interrogation, pas sur le fait que ça coûte cher à la commune, mais sur le fait que indiquer un tarif peut être contre-productif. C'est-à-dire qu'on a peur que des gens ne déclarent pas le fait qu'il y ait des nids de frelons chez eux pour ne pas avoir à payer. Et pour la collectivité, ça sera bien pire. Donc, alors, on y a un peu pensé, mais on s'est dit qu'avoir un nid de frelon chez soi, c'est pas non plus très simple pour le propriétaire du terrain où est le nid de frelon. Donc, c'est vrai, mais vous savez aussi, quelquefois, le nid, il est chez moi, il est chez le voisin. Ça peut être compliqué. Et on a peut-être un inconvénient, je dirais, collectif, sur la mise en place d'un tarif. C'est une interrogation forte que l'on a, parce qu'il y en a de plus en plus quand même. On en a vu gros. Alors, quelques-uns ont disparu avec la tempête récente. Non, mais de toute façon, la commune est consciente qu'elle devra traiter de toute façon tous les nids qui seront sur le territoire de la commune. Et je pense qu'il est clair pour moi que lorsqu'il y aura un nid où il y aura une interrogation, est-ce que c'est chez le propriétaire ou sur le territoire de la commune, on le prendra à la charge de la commune. On va pas aller tergiverser longtemps alors que c'est un problème de sécurité publique. C'était pas notre remarque, c'est-à-dire c'est
c'est dans mon jardin, je le vois, je baisse la tête parce que j'ai pas envie de payer, 75 €, quoi. Après, moi, je vois bien la réaction des gens qui viennent souvent aux pompiers pour nous dire on a un nid de frelons, est-ce que vous pouvez intervenir, etc. Je pense que ceux qui ont des nids de frelons chez eux, ils sont quand même inquiets d'avoir ça. Et je suis. Enfin, vous avez raison, mais après, j'ai l'impression que la principale préoccupation qu'ils ont, c'est pas les 75 €, c'est plus s'en débarrasser le plus rapidement possible. Hein, parce qu'ils ont souvent peur pour eux, pour leurs petits-enfants qui viennent en vacances, et qu'ils n'ont pas envie que ça. Donc, après, je pense qu'il y aura aussi une aide sociale si quelqu'un ne peut pas payer les 75 €, qu'il se rapproche de la commune et qu'il dise 75 € c'est trop cher pour moi, je peux pas. On peut toujours proposer une aide sociale pour les gens qui ne peuvent pas payer les 75 €, quoi. On peut comprendre, c'est 75 €, c'est simple. Mais il ne faudra pas hésiter à venir voir la commune en disant 75 € c'est lourd pour moi, ce qu'on peut comprendre. On est d'accord, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de frelons. Ah, oui. Ouais. Mais il faut que ça reste ouvert, il faut que les gens viennent en disant j'ai un nid de frelons, mais c'est trop cher pour moi. Enfin. On en reparlera l'année prochaine. Oui, ouais. On verra l'expérience. Ouais. Avant de passer au vote concernant l'eau, compte tenu de l'augmentation de 10% de Veolia, vous aurez sans doute noté que la proposition, c'est d'augmenter que de 2% les tarifs. Pour essayer de compenser un petit peu, malgré une inflation à 5%. Ça veut dire qu'on ne va pas être sur la vérité du prix. Pardon ? Ça veut dire qu'on ne va pas être sur la vérité de l'augmentation du prix. C'est la commune qui va prendre en charge la différence. Non, elle prend en charge, par rapport à ce qu'elle aurait pu considérer, elle prend 3% pour atténuer l'augmentation. C'est vrai. Donc je vous propose de voter en deux parties. La première partie, c'est sans les tarifs de l'eau. Et sans la taxe de séjour. Oui, qui est déjà voté. Les rappels votés. Donc, hors tarif de l'eau et taxe de séjour, qui est pour approuver les tarifs communaux. Merci. Donc ces tarifs sont approuvés à l'unanimité. Maintenant, pour les tarifs de l'eau, dont l'augmentation est de l'ordre de 2% pour les tarifs communaux, qui est pour. OK, qui s'abstient. Qui vote contre. Les tarifs de l'eau sont approuvés par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point suivant, c'est l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2024-2027 qui est organisé par le Centre de gestion des Côtes d'Armor. Donc, je vous rappelle que le Centre de gestion qui a engagé cette consultation qui couvre les risques financiers encourus par le personnel communal en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité, accident imputable ou non au service. En fait, c'est le renouvellement d'un contrat d'assurance que l'on a déjà, qui va couvrir la période 2024-2027. Et les taux qui sont proposés sont garantis pendant 2 ans. On est dans la tranche ferme à 40 agents, vu qu'on en a moins de 40. Ce contrat, on en avait déjà parlé dans un conseil municipal au mois de septembre 2022, où on avait pris une délibération pour nous joindre à la procédure lancée par le centre de gestion. Donc là, en fait, le centre de gestion, et on s'était engagé par ailleurs à revenir en conseil lorsqu'on aurait les éléments définissant les nouvelles assurances. Donc c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Vous aurez vu les taux qui sont appliqués. Globalement, il faut savoir que pour la commune, cette assurance a un coût de l'ordre de 19 000 €. OK. Et il faut savoir que, compte tenu des éléments qui donnent d'ailleurs dans la lettre de couverture, à savoir le vieillissement de la population des employés communaux, plus un certain nombre d'autres paramètres, le risque a plutôt tendance à augmenter et on a donc plus intérêt à s'assurer contre ce risque. Voilà, on vous a mis dans la proposition de délibération les choix que l'on recommande. Donc on recommande
Pour les agents CNR, ACL, une franchise de 15 jours ferme en maladie ordinaire ou en longue maladie. Et c'est un taux d'assurance de 7,78%. Et pour les agents IRCANTEC, pareil, une franchise de 15 jours avec un taux à 0,88. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur... non. Donc, je vous propose de passer au vote pour prendre acte des conditions qui sont proposées pour cette assurance et m'autoriser à signer le certificat d'adhésion dans le cadre du contrat groupe. Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, point numéro 6, c'est dans le cadre du budget principal, c'est une décision modificative numéro 3 en fonctionnement. Cette décision modificative, elle intervient sur le chapitre 12. Chapitre 12 qui traite du personnel, de toutes les dépenses de personnel. Les deux raisons principales, c'est que justement cette année, en arrêt maladie, on a eu un certain nombre d'arrêts maladie, dont certains sont d'ailleurs toujours en cours, qui au cumul dépassent une année d'un agent communal. Or, dans le budget, au poste 62-18, qui est le personnel extérieur, on avait prévu en fait que 6 mois d'un intérimaire. Et finalement, du fait de ces arrêts maladie, on aura eu cette personne pendant toute l'année, ce qui explique en grande partie l'augmentation du poste 62-18 de 22 500 €. C'est pour couvrir cette personne à l'année. Ensuite, sur l'autre chapitre, on propose une augmentation de 6 000 €. C'est pour du personnel non titulaire et ce sont des petites dépenses, par exemple la SVP qu'on a pris en renfort pendant l'été 2023, c'est la prestation qu'on a demandé à un agent du service public pour le plan de financement des ROC. Ce sont des dépenses comme ça qui expliquent l'augmentation de 6 000 € du poste 64-13. Sur les recettes, on a un remboursement de 3 000 € sur le poste des charges sociales en 64-79. C'est quelque chose qu'on nous avait imposé, qui datait de nombreuses années. C'est un ancien agent qui prend sa retraite et comme la commune de Bréa est le dernier employeur public, on avait des cotisations rétroactives à verser et en fait ils nous ont demandé de verser 2 fois 3 600 et après au bout de quelques mois ils se sont rendus compte qu'il y avait une seule fois 3 600 à payer. Donc ils nous ont remboursé 3 600. Voilà. Et l'autre recette que l'on considère pour équilibrer cette décision modificative, c'est la CVAE. Au moment de la préparation du budget, il y avait un doute sur la continuité de la CVAE et finalement, ça a été confirmé. On ne l'avait pas mis dans notre budget et donc on le prend en compte maintenant et on vous a donné les correspondances qui justifient ces deux montants. Voilà ce qu'on peut dire sur cette décision modificative. Vous avez peut-être des commentaires? Un commentaire très simple. On n'avait pas voté le budget principal. Il y a des décisions là-dedans qui concernent des choses que l'on n'a pas votées, donc on va s'abstenir sur ce point. D'accord, très bien. On passe quand même au vote formel. Donc, qui vote pour cette décision modificative numéro 3? Qui l'approuve? Qui s'abstient? Merci. Donc, cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Le point numéro 7, approbation de la vente de la parcelle AB32. Donc, on avait discuté il y a 1 ou 2 conseils municipaux de la politique de vente de certaines parcelles, en particulier des petites parcelles. Donc, la parcelle AB32, c'est l'exemple type qu'on voulait couvrir dans cette nouvelle politique, à savoir une parcelle de 80 mètres carrés, toute petite parcelle qui est
enclavé dans un jardin et qui est déjà entretenu par le propriétaire de ce jardin. Et donc, on ne voyait absolument pas ce qu'on pourrait faire de cette parcelle. Donc, on a négocié avec la personne qui a tout le jardin tout autour les conditions de vente de cette parcelle de 80 mètres carrés avec un prix au mètre carré de 10 € du mètre carré. Et puis, on fait payer à la personne les frais d'acte qui sont relativement faibles parce qu'on passe par le service du droit des sols du centre de gestion de Saint-Brieuc. Donc, toute petite parcelle dont le coût sera pour le futur propriétaire entre 1 400 et 1 500 € et qui nous évitera, je pense, à terme, une procédure d'usucapion sur cette parcelle. L'usucapion est quelque chose qui est très très difficile à mettre en œuvre. Oui, mais je pense que... Surtout vis-à-vis du domaine public. Et même du domaine privé de la commune. Ouais. D'autres commentaires? Oui, nous avons voté contre le principe de vente des terrains communaux. Et nous maintenons cette position. Si nous comprenons qu'il y aurait pu y avoir 2 ventes distinctes en début d'année 2023, car la mairie n'était pas intéressée par cette parcelle. Dans ces conditions, on va juste s'abstenir. Je reprends votre commentaire. Je ne sais pas à quelle vente de parcelle vous faites référence. Il y a eu un achat par la commune. Il y a eu un achat. Dans ce que vous nous avez envoyé, l'achat date du début de 2023. Oui. L'achat de l'ensemble. Oui, oui. Et quand on en a parlé, on a compris que c'était une parcelle qui n'intéressait pas la commune. Donc il y aurait pu y avoir 2 actes à l'origine. Un pour la commune et l'autre directement à ce propriétaire. D'accord, mais ce que je vous avais expliqué à l'époque, c'est qu'en fait, les vendeurs, quand ils cherchent à se débarrasser d'une dizaine ou d'une quinzaine de parcelles, ne veulent justement pas commencer à faire des lots différents parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et que plus aucun notaire, aujourd'hui, n'accepterait de prendre en charge la rédaction des actes pour l'achat d'une parcelle de 80 mètres carrés quand on voit le montant dont on parle. Donc en fait les vendeurs, vous avez raison, cette parcelle a été vendue dans le cadre d'une vente plus importante, mais si les vendeurs nous demandent de prendre l'ensemble des parcelles, c'est parce qu'ils ont tout à fait identifié qu'ils n'arriveront plus à vendre des petites parcelles comme ça parce que simplement ils ne trouveront pas de notaire pour le faire. Oui, puis on fait une petite opération parce qu'on les achète moins cher. Et on les revend un peu plus cher. Après, ça, c'est pas le rôle de la commune. La commune n'est pas un marchand de biens. C'est bien. On a déjà eu pour les rocs. Non, c'est simplement que cette parcelle, on voit absolument pas quelle utilité elle pourrait avoir pour la commune. Mais je comprends maintenant ton commentaire. Je propose de passer au vote. Donc, qui vote pour la vente de la parcelle AB32? Qui vote pour? Qui s'abstient? Merci. Donc, cette vente est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Alors, le point suivant, c'est là une acquisition d'un lot de parcelles agricoles et naturelles. Et donc là, c'est la poursuite de la politique générale de la commune où, lorsqu'on en a l'occasion, on rachète des parcelles agricoles et pour les remettre à disposition des agriculteurs ou des éleveurs de la commune. Là, on avait l'opportunité de racheter 10 parcelles pour une surface totale de 5 679 mètres carrés et sur lesquelles on a appliqué les tarifs habituels en fonction du fait que ce sont des prairies ou des terrains cultivables ou, dans le cas présent, on a le cas d'un jardin. Et donc, on s'est mis d'accord avec les vendeurs pour un prix de vente total de 17 037 €. Et on utiliserait, encore une fois, le centre de gestion des Côtes d'Armor pour la prestation d'actes, de manière à avoir des frais nettement inférieurs à ce qui serait demandé par un notaire. Commentaire? Juste savoir
Ces terrains sont déjà cultivés pour certains, c'est ça? Oui. Donc, et ceux qui ne sont pas occupés actuellement, il y aura c'est quoi? C'est une commission qui attribue Oui. On sait déjà pour qui? Non. Non, pour votre info, on a actuellement des discussions avec les agriculteurs et les éleveurs parce que il y a un certain nombre de parcelles qui sont occupées sans aucun, on va dire, document titre, voilà, et on veut remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc on a écrit à chacun des éleveurs ou agriculteurs en leur donnant la liste des parcelles communales sur lesquelles ils ont soit un titre, soit ils n'en ont pas. Et l'objectif, c'est de régulariser et de savoir exactement où on en est. On a un petit peu de mal à obtenir des réponses de nos amis agriculteurs ou éleveurs. Mais on y travaille et c'est pour ça que il y a des parcelles qui sont aujourd'hui pas attribuées et il n'est pas encore décidé à qui elles iront. Je vous propose de passer au vote pour l'approbation de l'acquisition de l'autre parcelle. Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 10, c'est une obligation annuelle où on doit vous présenter le rapport prix et qualité du service de l'eau potable dans un premier temps. Rapport qui est préparé par... c'est le 9. C'est le point 9. Pardon, le point 9, oui. Oui, excusez-moi, le point 9. C'est Veolia ou c'est le SDEAP? C'est préparé par le syndicat départemental. Je ne sais pas si vous avez... Si, obligatoirement, j'ai les mêmes remarques que l'an dernier, mais je dirais en pire. Puisque ça commence dès le début, le volume importé est 10% inférieur d'une année sur l'autre. Ouais. On peut penser tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas 10% de consommation en moins. Non, c'est même pire parce que on a importé et on n'a plus de fuite. Et après, il n'y a plus de fuite. Et c'est la deuxième question. Et les fuites ont disparu mystérieusement. Non, et on a posé la question... Donc le rendement progresse de façon spectaculaire de près de 20 points en un an. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Non, je m'attends à une rechute l'année prochaine. Une fois qu'on a dit ça, le rapport revient, quoi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe si on ne le vote pas. Parce qu'avec des chiffres comme ça... C'est vrai que ça semble assez aléatoire. Ouais. 10% de consommation en moins et 20% de progression du rendement, on va tous quand même convenir. J'espère que c'est pas un frelon qui était... Non. dans mes cheveux. Non, mais on a ces fluctuations. Le seul intérêt de ce rapport, c'est d'avoir des idées générales sur la situation, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des... Très, très général. Hein. Il y a des fluctuations. Il faut regarder si sur plusieurs années, on arrive à quelque chose qui paraît cohérent ou pas. Et le point principal, mais je sais qu'on n'a pas une réponse claire là-dessus, c'est en fait le véritable taux de fuite sur le réseau. L'année dernière, on était à 20%. 80, donc 20%. On est de presque. Là. 98, donc d'un seul coup, il n'y a plus de fuite. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que l'année prochaine, il y ait à nouveau des fuites. Donc, on aura changé le système d'eau dans la côte du Port-Clos, donc il sera meilleur. Donc je pense qu'on va dépasser les 100% des prochains. Une fois qu'on a dit ça, vous n'êtes pas responsable du rapport. Non. On va le voter si vous le votez, mais sans aucune conviction, et c'est pas sérieux. Non, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Et on vote en fin d'année, alors qu'on aurait dû le regarder beaucoup plus tôt. Néanmoins, je pense qu'il faut... Je crois qu'on a l'obligation de le présenter, on a l'obligation de le mettre à disposition du public en mairie, ce que l'on fait. Je pense qu'il faut quand même le voter, mais je n'irai pas à l'encontre de vos commentaires. Néanmoins, on va passer au vote qui approuve
le rapport sur... C'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ferait comme vous. Non, mais qu'est-ce qui se passe si on ne vote pas, effectivement? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il ne se passe rien. Non, il ne se passera rien, je pense. Je crois qu'on peut peut-être s'abstenir. Alors, on va commencer comme ça. Qui veut s'abstenir? Qui s'abstient? Et ben voilà, le rapport est... Ouais, d'accord. Non, mais c'est avec 2 chiffres comme ça... Du coup, on ne sait même pas s'il en est des fuites, quoi. C'est surtout ça qui est... C'est le vrai sujet, effectivement. Absolument. Ouais. Alors, on a une situation un peu différente avec le point numéro 10, qui est l'approbation du rapport prix et qualité du SPANC. Là, c'est un rapport qui est préparé par notre technicien SPANC. Alors, c'est un rapport assez standard. Marion, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Il y a un point à mentionner quand même. Je vais page 6. Parce qu'il y a une évolution quand même assez notable. Si vous regardez la page 6, en 2021, il y avait un taux de conformité de 91,1%. D'accord. Pourquoi? Parce que entre les installations contrôlées en conformité et les autres installations contrôlées, on avait un total de 298 installations sur un total de 327. Ce qui veut dire qu'effectivement, en 2021, il y avait 29 installations non conformes. Et la plupart de ces installations non conformes, c'est parce que c'était des installations non raccordées, alors qu'elles auraient dû être raccordées dans le cadre des nouveaux réseaux qui avaient été mis en place. Et la grosse différence, quand vous regardez l'exercice 22, c'est que quand vous faites l'addition des 192 installations contrôlées qui sont mises en conformité et les 135 qui sont contrôlées et qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution, là, on trouve les 327. Ça veut dire qu'il y a, parce que les gens se sont connectés, parce qu'on avait mis un peu la pression avec l'astreinte sur la PFAC, on a une nette amélioration du taux de conformité des installations. Alors pourquoi il y a toujours les 327 contrôlées? Elles devraient être en moins, raccordées, non? Non, 327, c'est le nombre d'installations non raccordées. Ouais, voilà. Raccordables. Non raccordées, oui. Non raccordées et non raccordables. Il devrait y en avoir moins. Bon, c'est pas grave. On est sur l'exercice 2022 et les raccordements ont pu avoir lieu sur le 2023. Pas d'après ce que... Parce que j'ai été demandé des clarifications aux techniciens du SPANC parce que je voulais comprendre pourquoi on avait ces différences. Et... Il y a une deuxième explication, c'est qu'il peut y avoir des plus et des moins. Effectivement, doivent être sortis les 327, ceux qui se sont raccordés à l'assainissement collectif. Il peut y avoir d'autres maisons qui sont rentrées dans le système pour des raisons diverses et que la somme soit On arrive de nouveau à 327. Oui, ça peut arriver. Non. Donc il y a toujours le 327, alors qu'il y en a qui sont raccordés dans l'intervalle au système collectif. Mais je pense que le 327 va diminuer l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. Parce que je pense que le 327, c'est le nombre d'installations qu'il a considéré. Et tu trouves que c'est l'addition de 192 et de 135. D'accord. Je pense que toutes les raccords, il y en avait qui n'étaient pas conformes. Je pense que l'année prochaine, on va voir le 327 devrait descendre de 15. Je pense. C'est comme ça que je le comprends. Bon, toujours est-il que je pense que ce rapport a plus de valeur que le précédent. Donc je vous propose de voter pour l'approbation de ce rapport. Et qui vote pour? Merci. Donc le rapport qui a été pris du SPANC est approuvé à l'unanimité. Une petite remarque, quand on parle de taux de conformité, le terme est un peu exagéré, parce qu'il y a des installations conformes et des installations qui ne présentent pas de danger. Absolument. Oui. Et qui ne sont pas conformes. Donc, Oui. il ne faut pas voler la face non plus. Oui, c'est la manière dont c'est décompté. Le point suivant, c'est la motion de soutien aux EHPAD. Donc là, on vous a mis comme document de travail une délibération qui a été prise par
la commune de Paimpol. Néanmoins, ça nous paraissait important de mettre ça à l'ordre du jour parce qu'on a l'EHPAD de Bréa qui pour nous est très important. Et Gabi, si tu veux bien nous donner quelques éléments, notamment sur certaines évolutions qui sont peut-être envisagées, qui vont pas dans le bon sens, et c'est la raison pour laquelle on veut faire une motion de soutien. Évidemment, la motion de soutien aux EHPAD de départ était principalement pour les EHPAD territoriaux parce que les financements sont plus compliqués. Nous, on a la chance d'avoir, je dis on a la chance parce que le financement est sans doute plus facile, un EHPAD rattaché à un centre hospitalier, mais qui néanmoins souffre des mêmes problèmes liés au manque de personnel, à l'essoufflement du personnel, enfin tout ce qu'on peut entendre. Hein, les moyens financiers ne sont pas mis pour un bon accompagnement auprès des personnes âgées. Il y a une inquiétude qui a été soulevée un mois déjà, ou un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Le docteur avait eu au téléphone des membres de la direction de l'hôpital qui lui avaient expliqué que la politique allait être de supprimer des lits dans les EHPAD. Alors, ils avaient parlé de 10 lits, voire de 20 lits. Alors, il y a eu un climat très, très anxiogène dans notre structure à Bréa. Et puis, un peu partout, on s'est rendu compte que le discours était le même, qu'ils voulaient supprimer des lits. On a eu une réunion avec notre nouveau cadre qui nous a rassurés en disant que c'était un peu pour prendre une température, pour jeter un pavé dans la mare, sauf que bon, il y a un facteur humain derrière qui est un peu lourd. On ne peut pas s'imaginer de supprimer 20 lits dans l'EHPAD où il y a 47 lits. Enfin, c'est pas possible pour la vie de la commune, pour le médecin, enfin voilà, c'était juste inimaginable pour nous. Notre anxiété, elle est toujours réelle parce qu'à partir du 1er janvier 2024, on est rattaché au centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui aura Saint-Brieuc, Guingamp, Paimpol, Lannion, Tréguier et on fait partie de Paimpol, mais on sera un petit service dans tous ces grands services-là. Et on se dit que 47 lits, ça va pas être quelque chose qui va avoir une grande importance sans doute pour ces établissements quand ils vont vouloir, eux, faire leur fonctionnement, avoir leurs problèmes financiers. Et nous, on se dit, on va être une goutte d'eau là-dedans. Il va falloir vraiment qu'on se fasse connaître et qu'on ne se laisse pas mettre de côté, quoi. Donc, on en a parlé au cadre, on a un petit peu peur de ce qui va se passer au 1er janvier. On fait partie des services, mais si on nous a déjà laissé entendre que 10 lits pouvaient être fermés, on se dit pourquoi ils nous ont dit ça. Voilà, on a des inquiétudes. Donc, la motion de soutien aux EHPAD, évidemment, moi ça me touche et je pense qu'il faut la soutenir, quoi. Voilà ce que je pouvais rajouter. D'autant plus qu'on entend quand même toujours des critiques assez négatives sur un certain nombre d'EHPAD et que l'EHPAD de Bréa n'est pas du tout dans cette catégorie et que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un accueil et une attention à tous les résidents de l'EHPAD qui est telle que supprimer des lits, c'est aller à l'encontre de tout ce qu'on peut vouloir réaliser en termes d'accueil de nos anciens. Je ne sais pas si vous avez... D'accord, 50 lits, un peu moins de 50, c'est un seuil minimal. Si on passe en dessous, à 40, il disparaîtra. Puis en même temps, les petits EHPAD comme ça sont souvent plus agréables, enfin plus... Pour les gens qui y sont, en tout cas, c'est plus simple que les grands EHPAD où tu es... Mais financièrement, mais c'est pas viable. Surtout qu'on coûte beaucoup d'argent, hein, le transport du personnel, le transport des marchandises, le prix de l'eau, enfin c'est énorme. C'est la raison qui avait prévalu, alors que l'EHPAD était communal, un rapprochement avec Paimpol. C'était une vision à long terme. Oui, les travaux, on ne pouvait pas absorber le coût des travaux. On n'aurait pas pu absorber le coût des travaux et la mise aux normes au fil du temps. Mais est-ce que l'hôpital a pensé aujourd'hui le prix des vedettes quand on voit le nombre de personnel qui traverse, quand on voit... Donc on coûte cher à l'hôpital et on va être rattaché à une grosse machine, on va être une goutte d'eau. Donc là, au 1er janvier, on a un peu peur. D'où l'intérêt de montrer le soutien de la commune à cette petite structure. Donc, qui vote pour le soutien à l'EHPAD? Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 12, c'est la participation au Fonds d'aide aux jeunes 2023
pour le département des Côtes-d'Armor. Stéphane, si tu veux nous donner quelques éléments. En fait, nous sollicite comme chaque année pour que la commune participe au FAJ, donc au fonds d'aide pour les jeunes. Il faut voir quand même que l'année dernière, ça a permis à 1850 jeunes de bénéficier de ce soutien en matière de subsistance, de logement, de formation, de santé ou encore de mobilité. Il nous rappelle aussi que dans un contexte économique un petit peu tendu, ça invite à une solidarité accrue en faveur des jeunes, de plus en plus en difficulté dans notre département. Nous préconise une participation en fait entre 0,35 centimes d'euros et 0,40 centimes d'euros par habitant. Donc si on part sur ce principe de donner 0,40 centimes d'euros par habitant, multiplié par 386, ça nous ferait annuellement la possibilité d'aider à financer le FAJ pour un montant de 154 euros. Voilà, donc on vous sollicite là-dessus, on va savoir si vous êtes d'accord avec ça, mais ça peut permettre à certains jeunes en difficulté de pouvoir mieux s'en sortir. Et pendant qu'on en a parlé des jeunes, je voudrais aussi rappeler quand même que pour ceux qui ont 18 ans, qui sont en train de passer le permis, qui n'hésitent pas à contacter la mairie pour l'aide au financement qu'on avait mis en place et qui n'hésitent pas à venir voir les personnes de la mairie. Commentaire sur l'aide au fond. On va voter pour, on ne peut pas voter contre. Ça fait partie, on en a déjà parlé une fois lors d'un conseil, ça fait partie des petites choses qu'on vote régulièrement, pour lesquelles on ne peut pas voter contre. Ok. Très bien, donc on passe au vote. Qui vote pour cette participation au fonds d'aide? Merci. Action approuvée à l'unanimité. Le point numéro 13, donc c'est l'approbation de la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols pour la région Bretagne. Donc, ça, c'est une conséquence de la loi du 20 juillet 2023 qui introduit cette structure qui sera la conférence régionale de gouvernance. Et il y a eu donc des réunions au niveau de la région, des présidents, du président de la conférence des Scots et du président de l'association des maires, qui ont défini la composition de cette conférence, dans laquelle il y aurait 41 membres. Je pense que vous avez lu le détail. C'est principalement les établissements publics compétents dans les Scots, qui sont plus les associations départementales des maires et puis quelques représentants à droite et à gauche. On nous demande une approbation parce que on est une commune isolée rattachée à un SCOT, d'accord, mais on n'a pas délégué notre PLU, on ne fait pas partie d'un PLUI. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est consulté à donner notre avis. Vous aurez peut-être vu dans le courrier du président de la région Bretagne, des 3 présidents d'ailleurs, qui sont mentionnés aussi Saint et Ouessant, qui sont des communes isolées, qui ne sont pas dans un SCOT. Et puis il y a, moi je l'ai appris, il y a la communauté de Beau, qui est la seule seul EPCI en Bretagne non couvert par un SCOT. Donc il y a toujours des anomalies. Voilà ce qu'on peut en dire. Je pense que notre intérêt, on travaille dans le cadre du SCOT du Pays de Guingamp, mais notre intérêt c'est d'accepter cette composition pour être tenu au courant de ce qui va se passer dans le cadre de cette conférence. Et on doit donner notre avis avant le 20 janvier 2024. Pas de commentaires? Qui vote pour? Merci. Donc, l'approbation de la composition de la conférence est votée à l'unanimité. Le point numéro 14, c'est l'admission en non-valeur dans le budget principal d'un certain nombre de points. On vous a donné le détail. Donc ça, c'est des histoires plus ou moins anciennes. La première remonte à 2013.
Et ensuite, on vous a donné par année les montants correspondant aux différentes demandes d'admission en non-valeur. Ça, c'est des régularisations comptables. L'important, c'est de voir qu'au total, ces régularisations vont coûter 805 € au budget principal de la commune. Il y a des choses qui sont juste des régularisations de centimes. Il y a des choses un peu plus importantes sur certains points. Mais je pense que on est sur les séjours de camping, qui est la dépense la plus importante. C'est une structure qui a disparu et ça date de 2013. Donc, pas grand-chose à en dire. Et on est obligé de prendre ça dans nos comptes. Des commentaires? Ok, donc au niveau du vote de l'admission en non-valeur, qui vote pour? Merci. Donc approuvé à l'unanimité. Donc je vous propose de rajouter le point dont nous avons parlé précédemment concernant la création de la commission de délégation de services publics, donc qui nous permettra donc de finaliser d'une manière adéquate la situation sur les avenants de contrat de délégation pour le service de l'eau. Cette commission doit être composée du maire en tant que président et ensuite 3 titulaires et 3 suppléants. Donc, je ne pense pas qu'on va faire un vote à bulletin secret. Il faut peut-être savoir qui sont les membres titulaires qui souhaitent se présenter. Et si vous en êtes d'accord, on fera un vote à main levée pour accepter les titulaires. Donc, qui serait d'accord pour se présenter comme membre titulaire de la commission de délégation de services publics qui devra siéger très rapidement? D'accord, donc nous avons 3, Monsieur Lepage, Stéphane Morleva et Dominique Sichet. Pardon? Il faut 3 suppléants. Oui. Mais si vous êtes d'accord, déjà on peut voter pour accepter ces 3 titulaires. Donc qui vote pour ces 3 titulaires? Donc ces 3 titulaires. Quand même. Oui. Donc ces 3 titulaires sont approuvés à l'unanimité. Et maintenant il faut 3 suppléants qui se proposent. Monsieur Torman, il faut 2 autres personnes, Gabi et Marion. Donc si vous êtes d'accord, donc Monsieur Torman, Gabi, Marion, si vous êtes d'accord, qui approuve la nomination des suppléants de cette commission. Merci. Donc c'est approuvé à l'unanimité également. Et on essaiera de réunir la commission la semaine prochaine. Si c'est... Il faut respecter le délai. Non, mais je suis d'accord. Pas de problème. Voilà pour ce point. Le point suivant, c'est les informations du maire. Donc le premier point concerne la tempête Ciarán et Domingos. Donc on a tous été témoins des conditions météorologiques assez catastrophiques en termes de vent, mais aussi en termes de pluie qu'on a subi pendant le mois de novembre en fait. On a tous vu les dégâts occasionnés sur l'île. Le premier point, c'est que je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été très actives immédiatement après la tempête. Stéphane Morleva qui a assuré la permanence à la mairie le lendemain de la tempête et qui a dû assurer de nombreuses coordinations avec les pompiers et puis avec les services de la mairie. Il faut remercier les pompiers qui sont intervenus un nombre de fois assez important et qui ont aidé un certain nombre de personnes qui étaient dans la difficulté principalement due à des chutes d'arbres. Les services techniques de la mairie qui ont aussi très très bien réagi compte tenu de la situation et du fait que les personnels qui étaient sur le continent n'ont pas pu venir immédiatement. Et puis il faut remercier aussi tous les Bréatins et les Bréatines d'ailleurs qui
se sont entraidés entre particuliers, on va dire, pour régler un certain nombre de problèmes sur le domaine privé. Donc, pardon ? Et public. Et public. Et public, c'est vrai. Donc ça, pour ça, c'est très bien. On avait demandé à tous les gens de se manifester pour indiquer les dommages qu'ils avaient subis dans leur propriété. Donc, on a reçu une bonne cinquantaine de mails à l'arrivée. Les dégâts principaux, ce sont des chutes d'arbres ou des bris d'arbres. Et puis, il y a des dommages aux toitures, pas mal de faîtières, et puis, dans un certain nombre de cas, des morceaux de toiture qui sont partis. Globalement, je pense que par rapport à certaines zones du continent ou même par rapport à l'île de Bas, j'étais en contact avec le maire de l'île de Bas, on a été relativement épargnés. Eux, ils ont perdu la moitié du toit de la mairie. Il y avait un jardin très connu, le jardin de la Salle, où malheureusement, je dirais, ils avaient pris une option il y a plusieurs années de mettre des grands arbres autour du jardin pour le protéger du vent. Et le problème qu'ils ont eu, c'est que tous les grands arbres sont tombés et sont tombés sur des collections de végétaux qui étaient dans le jardin. Et aujourd'hui, a priori, ils n'ont même pas encore une idée complète des dommages parce qu'il faut déjà qu'ils dégagent les grands arbres avant de pouvoir voir dans quel état sont les collections. Donc, il y a pas mal de problèmes dans d'autres îles ou d'autres zones. On a eu beaucoup de questions sur la déclaration en catastrophe naturelle. Donc clairement, contrairement à ce qu'a pu dire le président un peu trop vite, on ne rentre pas dans les critères de la déclaration de catastrophe naturelle. Il y a eu des réunions au niveau du département avec la Chambre d'agriculture, les syndicats d'agriculteurs sur la déclaration en calamité agricole. A priori, ça non plus n'a pas été retenu. Par contre, il y a un fonds spécial de 80 millions d'euros qui a été mis en place pour justement les professionnels de l'agriculture qui doivent se faire connaître auprès des chambres d'agriculture pour vérifier la possibilité de participer, de profiter de ce fonds pour permettre à des exploitations de ne pas mettre la clé sous la porte. Pour votre info, il y a un autre fonds de 50 millions d'euros qui a été mis en place pour les collectivités territoriales et pour couvrir les dommages aux biens des collectivités qui ne sont pas assurées pour des raisons diverses et variées. Donc on a regardé, mais au niveau de la commune de l'île de Bréhat, a priori, on n'aura pas à faire appel à ce fonds compte tenu des dommages qu'on a subis. Dernier point, on est très actif actuellement en termes de, on va dire, nettoyage de l'île. Donc on a loué, pour votre information, un broyeur sur le continent. On a eu de la chance de réussir à en sécuriser un, c'est pas donné. Et on estime, actuellement, on a renforcé l'équipe des employés techniques parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, notamment pour alimenter ce broyeur. On estime à 3 mois le temps qui va nous être nécessaire pour nettoyer les espaces communaux et les espaces publics. Bon. Et quand il y a des situations particulières au niveau des privés, on est intervenu dans quelques situations pour débloquer des accès à des locaux, etc. Mais d'une manière générale, on a des demandes des particuliers, mais on ne peut pas satisfaire à leurs demandes. On est obligé de donner la priorité à tout ce qui est domaine communal. Et il y a un énorme travail, il y a plusieurs zones, il y a Créranroux, où on a endommagé les arbres qui étaient situés sur le domaine communal ont endommagé des murs privés. Et puis, il y a des gros dommages autour de Chicago. Dans cette zone-là, on a également des dommages au centre nautique. Et on travaille sur toutes ces zones.
Je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Stéphane? On pourrait peut-être aussi parler des agriculteurs qui ont quand même souffert aussi de la tempête, hein, des maraîchers, de la pépinière aussi de Bréa, qui ont eu quand même des dégâts dans leurs exploitations, et on espère pour eux en tout cas qu'ils pourront être aidés et qu'ils pourront continuer à exploiter. Voilà. Parce que, alors c'est le point. Que ce soit pour les maraîchers et pour la pépinière, et pour les agriculteurs qui ont des animaux, ça a dû quand même être assez terrible. Donc, voilà, qu'on a une pensée pour eux et on peut les aider. Non, et c'est pour ça qu'il y a ce fameux fonds qui a été débloqué. Moi, j'étais en réunion à Brest et il y avait des réunions avec le ministère de l'Agriculture et les préfets parce que c'est absolument identique dans toutes les îles et surtout le littoral. Toutes les serres, ou la plupart des serres, tous les tunnels, tout ça, ça a été complètement détruit. Et le fonds a été, et ça a été, je dirais, identifié spécifiquement lors de la réunion entre le ministère de l'Agriculture et les préfectures pour essayer de faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai prévenu la pépinière et le GAEC de voir comment déclarer leurs dommages de manière à essayer d'être indemnisés. Voilà sur le premier point. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Deuxième point, parce qu'on pose pas mal la question, la DSP de transport maritime des marchandises. Donc la seule chose que je peux vous dire à ce jour, c'est que j'ai eu confirmation de la région que la décision va être prise lors de la commission permanente du 4 décembre. Par contre, je n'ai pas eu d'informations sur la décision. On pense que le choix a dû être fait, vu qu'en général, une commission permanente, les dossiers sont finalisés 3 à 4 semaines avant la date de la commission. Mais la seule chose que j'ai pu obtenir, c'est la confirmation qu'il y aura bien une décision de prise le 4 décembre. Le troisième point, c'est le repas des anciens. Donc je vous rappelle que c'est le 3. Gabi, je ne sais pas ce que tu peux dire de plus. Le repas des anciens, c'est le 3 décembre. On a eu quelques remarques comme quoi le timing était un peu serré pour la réponse. Bon, il faut savoir qu'on peut répondre par téléphone. À partir du moment où on a le courrier, on peut aussitôt répondre ou se donner quelques jours pour répondre. Mais c'était un peu plus compliqué parce qu'on a eu du mal à trouver un restaurateur qui pouvait répondre à notre demande. Voilà, donc on entend bien les remarques des restaurateurs et on va s'appliquer à peut-être trouver une date différente, peut-être plus tôt dans la saison, que le repas des anciens ne correspondra peut-être pas aux fêtes de fin d'année, mais peut-être il correspondra à la Toussaint. Enfin, on va réfléchir à une date qui correspondrait mieux aux attentes des restaurateurs. Donc cette année, c'est Charlie et Alice qui nous ont dit oui pour 2 fois. L'année dernière, c'était eux, ça s'est très bien passé. Cette année, ce sera eux, ce sera la salle des fêtes. Voilà, de ce qu'on peut dire. On organisera la distribution des paniers des anciens, plus au moment des fêtes de fin d'année, parce qu'il va y avoir toujours, ça va toujours être par les producteurs de l'île. Et on estime que ça fait un petit peu repas de fête de recevoir ce petit panier. Voilà. Merci. Le point suivant, justement, ce sont tous les événements qui vont être organisés autour de la période des fêtes. Jean-Philippe, tu peux nous rappeler les différents événements? Rapidement, on a fait une commission culture le jeudi de la semaine dernière avec Stéphane et on a essayé de caler des dates. Alors cette année, les vacances tombent un petit peu particulier, c'est le vendredi 22 et donc le réveillon c'est le 24, donc ça laisse pas beaucoup de marge. On a décidé de proposer en tout cas un marché de Noël sur éventuellement 2 matinées. Je dis éventuellement parce que c'est encore vraiment à confirmer avec les créateurs et les producteurs. Ça serait le samedi 23 et le dimanche 24 sur la place du Bourg à partir de 10h. Voilà. Donc on peut, si vous voulez participer, enfin si les gens veulent participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de soit de la mairie ou de moi ou Stéphane. Et autrement, un peu plus tard, on a décidé de remettre, de continuer plutôt la journée des associations, le jeudi 28 décembre, qui se déroulerait ici à la salle des fêtes, de 10h jusqu'à 16h, avec
possibilité de restauration sur place et une buvette aussi. Et il y aura peut-être un panier garni et puis d'autres peut-être animations lors de cette journée. Voilà, alors à distinguer, je me permets de préciser juste qu'on a décidé aussi en commission de faire une séparation des associations et des créateurs à la demande de certaines associations qui trouvaient un petit peu particulier de vendre du vin, de faire une dégustation. Et à côté, il y avait des producteurs de vin, des vendeurs de vin, donc on a voulu faire attention à ça. Donc pour les personnes qui voudraient effectivement participer, et on peut proposer peut-être un petit marché de Noël, mais sur la place du bourg. Et c'est juste à prendre en considération, voilà, de faire attention. Alors, le but, c'est d'essayer de travailler en mieux ensemble. Je passe un peu le message parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se retrouver sur les moments de fête et ça serait bien de pouvoir trouver une corrélation et de pouvoir s'entendre pour pouvoir que ces événements de la fête de fin d'année se passent bien. Voilà, le message est passé. Ok, merci. Le point suivant, c'est sur les parkings de l'Arc-Ouest. Donc, il y a eu quelques articles dans les journaux. Donc, j'ai essayé de renseigner auprès de la région et de la commune de Ploubazlanec pour mieux comprendre la situation. Donc, le parking, qu'on appelle le parking Cornec, appartient à la région et il y a une délégation de services publics dont le délégataire est la commune. Aujourd'hui, ce qui se discute, c'est une extension de cette DSP d'1 an pour couvrir l'année 2024. Et a priori, il y a une discussion entre la région et la commune sur le texte de cette convention. La commune souhaitant que rien ne change par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui, la région considérant qu'il faut qu'elle se remette un peu plus en ligne avec ses compétences propres. Et la région a une compétence de gestion de parking dans le cadre des mobilités, mais elle n'a pas une gestion de parking dans le cadre, je dirais, d'un parking lambda ou d'un parking public. Donc la discussion a lieu sur les termes de la convention qui permettra l'extension de la DSP pour une année supplémentaire sur l'année 2024, sachant que il est prévu ensuite, en 2025, de réattribuer la DSP, j'imagine, au travers d'un appel d'offres. Mais ça m'a pas, il m'en a pas été dit plus. Le but de la mairie de Ploubazlanec, c'est de garder les choses exactement l'état, mais il y a un petit problème juridique qui a été soulevé par la région. Normalement, ça ne devrait pas impacter tout ce qui concerne les Bréatins en termes de macarons. Et c'est ce que j'ai redit et à la région et à la mairie de Ploubazlanec. Pour nous, l'important, c'est que les Bréatins qui bénéficient d'un macaron et qui utilisent ce parking Cornec doivent, dans tous les cas, pouvoir continuer à profiter de ce parking. Le point suivant, les chats. Gabi, je te repasse la parole. Oui, alors la campagne de gestion des chats reprend pour cette année. Donc en 2024, on va la faire en janvier. Le repérage a été fait dans des zones où des chats avaient été signalés et des zones qui n'avaient pas pu être traitées la dernière fois. Donc ça a été principalement sur le nord. À titre indicatif, l'employé de Phoenix et Farouchement, la société qui vient faire le repérage, a relevé 39 chats dans une nuit, mais c'est juste à titre indicatif, c'est sur un secteur qui avait été bien précisé et bien sollicité pour être justement géré. Il va falloir qu'on refasse une réunion publique à la demande de plusieurs personnes et puis à la demande de l'AIP pour réexpliquer l'utilité d'une telle campagne de gestion des chats. Ce sera le 9 janvier, la réunion publique sur la gestion des chats à 17h.
L'AIP souhaite aussi refaire une journée de stérilisation, puçage, soit sur l'île en fonction du vétérinaire qui répondra à la demande, ou soit en cabinet avec une aide financière. Ça dépendra de quel vétérinaire répondra, de ce qu'il accepte de faire sur l'île ou pas. Donc voilà, donc c'est reparti. Maxime Bredin, qui avait fait la campagne l'année dernière, est revenu sur l'île et il a refait un tour auprès des habitants qu'il avait rencontrés l'année dernière, enfin cette année, mais au début de l'année. Il avait rencontré pas mal d'habitants et donc il est retourné et puis chacun a expliqué comment ça s'est passé. Ce qu'on a fait l'année dernière sur certains quartiers a très bien fonctionné. Il y a des endroits où les gens disent c'est très bien, on est tranquille. Et puis il y a des endroits où il y a eu des nouvelles portées, où les gens n'ont pas trop joué le jeu. Voilà. À faire à suite début 2024. Voilà. Je vous rappelle que ça s'est fait dans le cadre d'un contrat FEDER qui a été négocié par l'AIP et qui couvre toutes les espèces invasives animales sur un certain nombre d'îles. On est sollicité, on nous a posé la question de savoir si on devrait étudier avec l'AIP une dératisation beaucoup plus conséquente sur l'île de Bréa. Donc, je pense qu'il y a un besoin. Après, on l'avait évoqué déjà. Ouais, mais ça se précise. On a travaillé sur le sujet avec Maxime. Et enfin, voilà, la réflexion là actuelle, c'est pourquoi pas faire comme à Watt. Alors à Watt, il y a eu un vrai résultat. Sur certaines îles, on peut le faire en mettant une petite boîte tous les 60 mètres, etc. Là, c'est la grosse artillerie. Sauf que sur des îles comme Bréa, c'est compliqué avec les îlots. Ils vont partir et puis ils reviendront. Ça marchait pas trop bien. Mais comme ils ont fait à Watt, c'est les secteurs bien ciblés. Par exemple, sur Watt, c'est comme un peu chez nous, la déchetterie, les lieux d'apport volontaire, etc. Le port, enfin des endroits bien précis où sont bien visualisés les rats. Donc à Watt, ils ont fait ça. Ils ont pris quelques quartiers et ça a été vraiment efficace et visuel pour la population. Ils étaient soulagés parce que un peu, on va dire, les rats qui sont dans la grève, qui mangent des berniques, j'aime pas trop les gens, mais les rats qui sont en plein bourg sur la terrasse, ça marche pas. Donc on ciblerait. La politique là ciblerait certains quartiers de l'île et financièrement, si j'ai bien lu ce qu'on paye à Néature pour les rats sur l'année et ce qu'on payerait là, je crois qu'on serait gagnant à faire le système avec l'AIP. Et ça serait plus efficace. Oui, à l'arrivée. Efficace et gagnant parce que Néature, le contrat ne semble pas très efficace et j'ai vu la facture et je pense qu'on serait gagnant de repasser à égalité. Donc on va continuer la campagne de chat parce que c'est déjà prévu dans le programme et l'AIP discute d'une extension du programme FEDER pour les invasives animales sur les îles et on va essayer de faire entrer Bréa dans une nouvelle campagne de dératisation, on va dire ciblée. Voilà pour cette info et le dernier point, c'est un point sur l'organisation. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais Françoise Belpaume va exercer ses droits à la retraite fin janvier. Et donc, elle va être remplacée par Léonie Olivier. La plupart d'entre vous connaissent. Léonie avait fait un premier stage sur l'île dans le cadre de l'urbanisme et puis plus récemment elle vient de travailler pendant 1 an avec nous sur le tourisme durable et les projets d'aménagement signalétique phare du Pan. Et donc elle a accepté de reprendre ce poste qui correspond d'ailleurs assez bien à sa formation et ils sont en train de faire le tuilage pour que ce poste qui est très important au niveau de tout ce qui est permis de construire et autres autorisations ne subisse aucun impact dû au départ de Françoise. Dans ce cadre, on a lancé un recrutement pour une personne, une chargée de mission qui s'occuperait aux environs 50%
du PAT pour encore 1 an et 50% de tourisme durable. L'appel à candidature se termine ce vendredi, le 25 novembre, et à ce jour, on a 12 candidats qui ont postulé, donc on va faire une présélection et on va convoquer les gens qui nous paraissent correspondre à nos recherches pour un début de prestation, on va dire, durant le courant du mois de janvier 2024. Voilà au niveau des informations du maire. Je peux rajouter une info? Vas-y. Je suis désolé. J'ai oublié de parler du festival du partenariat pour ce week-end. Pour ceux qui sont intéressés à venir, il y a le mois du film documentaire qui a lieu tout le novembre. Et donc Bréa accueille 3 ou 4 films pour cette année. Donc ça commence demain. On a une projection avec les enfants de l'école à partir de 14h dans la salle. Ça a été décalé en fait. Oui, c'est ça. Normalement, c'était prévu vendredi, c'est ça exactement. Et donc voilà, pour ceux qui veulent. Et se terminera dimanche avec une projection à 14h. Donc il y aura un partenariat avec l'Amicale laïque et une restauration aussi sur place si vous voulez. Et samedi, il y aura 2 films. Projection, je ne connais pas les heures précises et les noms des films, mais vous êtes les bienvenus si vous voulez participer. Et juste aussi... Est-ce qu'il y a une projection vendredi soir ou pas? Juste un film vendredi. Officiellement, le film arrive vendredi avec la première projection de film. Demain, c'est vraiment... C'est les écoles. C'est les écoles. On profite de cet événement pour faire une projection pour les enfants de l'école et très bien. Aussi. Et je rajouterai juste qu'il y aura un loto qui sera organisé le 10 décembre par le comité des fêtes. Voilà, à la salle des fêtes. Je pense dans l'après-midi, je n'ai pas plus de précision dans l'horaire. Voilà, merci. Ouais, merci à toi. Voilà pour les infos. J'ai fini avec les infos que je souhaitais vous transmettre. Donc on passe au dernier point, questions diverses. Je ne sais pas si vous avez certaines questions. Je peux commencer, ouais. Lors d'un précédent conseil, vous aviez dit que les travaux dans l'immeuble du Port-Clos, ça le boost, allaient commencer. On a tous vu que la partie démolition avait été finie d'ailleurs. La suite, il y a un planning pour... La suite, c'est un bureau de contrôle doit venir vérifier la conformité, on va dire, du bâtiment pour définir le nouveau cahier des charges qu'on donnera en gros œuvre. L'objectif, c'est de terminer les travaux pour la fin de l'année 2024. Sachant que sur les rocs, on a un planning plus détaillé au niveau des études et que les études, tous les différentes étapes des études avec le diagnostic, l'avant-projet grossier, ensuite l'avant-projet détaillé, ensuite toutes ces études nous amènent à une année complète d'études et donc les travaux auront lieu en 2025. Donc l'idée c'est de mettre à disposition les 3 logements de la maison de la montée fin 2024 et les logements ensuite des rocs fin 2025 avec une petite nuance. Les logements pour saisonniers dans l'appel d'offres qui est en cours d'ailleurs, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, mais on a lancé l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre du projet des rocs. Il est demandé de faire un phasage des travaux par lequel les logements saisonniers seront mis à disposition pour la saison estivale 2024. Et le reste des travaux, c'est-à-dire parce que sur les logements saisonniers, en fait, il y a un rafraîchissement à faire dans ce qu'on appelle le logement B, le bâtiment B, où il y a déjà 4 logements saisonniers avec une zone commune, etc. Il y a juste un coup de peinture à donner. Et dans le bâtiment principal, le bâtiment A, on garde le 3e étage en logement saisonnier avec les chambres telles qu'elles sont aujourd'hui. Et les seuls travaux à faire, c'est d'aménager un espace commun où les gens pourront préparer et prendre leur repas.
Donc voilà un petit peu les plannings très grossiers tels qu'on les voit aujourd'hui, à la fois pour la maison de la montée du Port-Clos et pour les Rocs. Alors, toujours dans la montée du Port-Clos, vous aviez dit à la réception des travaux que l'enrobé n'était pas définitif et qu'il fallait attendre 3 mois le temps que tout ça se consolide et que vous hésitiez entre juillet et septembre pour le grenaillage. Le faire rêver. Il y avait un grenaillage de prévu. Voilà, on est au-delà du délai que vous aviez indiqué. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que effectivement on a convoqué l'entreprise au mois de septembre et l'entreprise a constaté qu'il y avait déjà un changement de coloration, alors principalement à l'endroit où les tracteurs passent, et que en fait le grenaillage allait donner à peu près la même chose, mais sur une surface étendue sur l'entièreté de la largeur de la route. Et donc on a discuté avec eux et il a été considéré qu'il était mieux in fine, parce qu'on avait déjà obtenu la sortie, on va dire, des gravillons plus ou moins roses, de ne pas faire le grenaillage. Donc on l'a sorti du marché et on va laisser la coloration se faire plus naturellement avec les passages des engins. Donc c'est une partie du contrat qui a été supprimée, parce que c'était considéré comme plus aussi nécessaire que quand on l'avait imaginé. Et on a eu une économie de 9 000 € pour ne pas faire ce grenaillage. Sachant que le grenaillage pouvait réduire un petit peu la résistance. Le grenaillage consistait à enlever tout le bitume autour des gravillons, et ça aurait un tout petit peu fragilisé leur vêtement. Et là, il a été dit, regardez, on a quasiment la coloration qu'on cherche à obtenir sans avoir cette fragilisation des gravillons. Donc, il y avait un consensus sur le fait de ne pas le faire, ce qui permettait en plus une économie pour la commune. Une dernière question, on en a déjà parlé, les toilettes du Vintmeur, le long du mur de Tropel, étaient en panne, donc c'était resté fermé parce que l'eau. Après, ça a été rouvert, ils y sont toujours. Je croyais que c'était des locations, mais ils sont ouverts. Alors, il y a vérifié aujourd'hui, en tout cas. Il y a des locations et il y a des blocs qui appartiennent à la commune. Donc, s'ils y sont encore, c'est ceux qui appartiennent à la commune. Pour votre info, en 2024, on en parlera plus quand on va préparer le budget, on a l'intention d'améliorer, on va dire, le standard des toilettes avec 3 actions. La première, c'est de mettre des toilettes similaires à celles qu'il y a au patronage, on va dire près des terrains de boules, derrière les toilettes qui sont dans le vieux bâtiment, dont on considère que c'est irrécupérable. Et le coût de réfection de ces toilettes serait prohibitif. Donc l'idée, c'est de prendre un bloc identique à ce qu'il y a au patronage et de l'installer là pour avoir des toilettes à nettoyage automatique. On va refaire les évacuations des toilettes du phare du Pan, parce qu'on a eu un certain nombre de problèmes et on a dépensé pas mal d'argent en vidange des fosses, parce qu'il y a des fosses et puis normalement il y a un système d'épandage. Le système d'épandage ne marche plus et donc les fosses débordaient, ce qui était extrêmement désagréable pour les gens qui venaient près de ces toilettes parce qu'ils marchaient dans de l'eau. Donc ça, on va le refaire et le bureau d'études qui travaille sur le projet était là aujourd'hui. Et puis justement, on discute comment on pourra améliorer on va dire les toilettes plus individuelles telles que celle de Vintmeur pour avoir un standard de toilette sur l'île qui soit plus en adéquation avec les attentes, je dirais, de la commune et des gens, parce que je pense qu'on n'était vraiment plus au niveau. Surtout qu'elle ne tombe pas en panne, parce que quand c'était à jet continu, quoi, l'eau coulait. Alors ça, il va y avoir des changements. Tout ce qui était robinet, tous les robinets vont être remplacés par des poussoirs pour éviter justement
on va dire, des oublis de fermeture de robinet. Ou même les chasses d'eau qui coulaient en permanence. Non, mais on a un problème à ce niveau-là et on discute avec le loueur sur trouver une meilleure qualité pour les cabines individuelles parce qu'on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Alors, puisqu'on est toujours dans la même zone, à Chicago, on avait voté l'arrivée de colonnes pour le tri sélectif. Elles sont bien rangées à Chicago, on les voit en passant, mais il y a toujours les anciennes colonnes, justement à côté de ces toilettes Entmin. Elles n'ont jamais été remplacées. On a des discussions avec les employés communaux qui ont quelques réticences à changer les colonnes, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, mais on est en train de discuter avec eux pour qu'ils acceptent de mettre les nouvelles colonnes, parce que pour moi, ça doit être changé. Les vieilles colonnes sont en général abîmées, déformées. Justement, elles sont dégradées, celles-là. Mais bon, certaines personnes les préfèrent aux colonnes neuves et on a un travail de fond à faire pour les amener à les accepter. Mais je sais que c'est un peu surprenant. D'autres questions? Pas forcément une question. Dans votre dernier bulletin municipal, il y a une page attachée au PAT. À aucun moment il est fait mention de Enora Kulinski qui finissait son contrat. C'est un peu dommage de ne pas la remercier ou faire un petit coup sur elle. C'est vrai. Bah, oui, on a eu la remarque quand même que pas très classe. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le travail qu'elle a fourni pour vous. Oui, non, mais c'était pas grand-chose. Ça, c'est une erreur. Enfin, c'est elle qui a fait l'article. Moi, j'étais plus dans une idée de bilan et de remerciement. Puis finalement, comme c'est elle qui a fait l'article, j'ai un peu laissé faire et j'ai pas fait attention à ce point. Effectivement, je suis d'accord. Ouais. Ok. Plus d'autres questions? Je vous remercie. Donc, le conseil est levé à 17h26. Merci. Et donc, Monsieur Lepache, on convoquera la commission la semaine prochaine. Non, vous le faire. Bon. Oui, c'est bon.